bienvenue dans ce nouvel épisode de Prépa Bac, le podcast qui t'aide à te préparer au bac de SES afin de t'aider à avoir une meilleure aisance à l'oral pour discuter des sujets économiques et à l'écrit, à la dissertation et à l'épreuve composée. Aujourd'hui, j'aimerais aborder avec toi un nouveau sujet. On va parler de l'addiction aux écrans et de ses effets sur le lien social. Quand on parle d'addiction aujourd'hui, on pense souvent aux drogues, à l'alcool, mais de plus en plus, on entend ce mot accolé à quelque chose de plus banal, plus quotidien, c'est les écrans dans nos vies. C'est presque devenu un réflexe de dire que je suis accro à mon téléphone ou à telle application, je scrolle sur TikTok, sur Instagram, et c'est pas seulement une impression. C'est un vrai sujet et un vrai enjeu de société, un vrai sujet de sociologie parce qu'il touche à notre rapport aux autres, aux individus et à nous-mêmes également, et à la manière dont on construit nos liens sociaux aujourd'hui. Alors j'ai voulu aujourd'hui qu'on parle ensemble, sans juger, sans moraliser, mais en essayant de comprendre ce qui se passe derrière nos écrans. C'est ce qu'il faut bien comprendre à prime abord, c'est qu'on vit dans une société qui est ultra connectée aujourd'hui. La majorité des adolescents passent plusieurs heures par jour sur leur smartphone. En moyenne, on parle de 3 à 4 heures par jour pour un lycéen. Mais ça, c'est une moyenne. Et pour certains, c'est beaucoup plus. Entre les réseaux sociaux, les séries, les jeux vidéo, les messages, on a constamment une raison de garder l'écran sous les yeux et à disponibilité. Et ce temps d'écran, c'est pas juste du divertissement, c'est aussi un espace, aujourd'hui, où se construit des relations, des émotions, des habitudes, des normes, en gros, du lien social. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on parle d'une addiction? Est-ce que le mot, il n'est pas trop fort? Parce que le lien social, on en a tous besoin, on est tous des individus qui ont besoin de lien social. On ne peut pas être addict au lien social. En vrai, c'est un mot qui pose débat. L'addiction, au sens médical, implique une perte de contrôle, un besoin qui devient compulsif. Des symptômes qu'on pourrait caractériser de symptômes de manque. Est-ce que c'est ce qu'on vit quand on n'a plus de batterie ou qu'on oublie son téléphone chez soi? Pour certains, c'est possible. C'est ce qu'on observe, c'est que beaucoup de jeunes ont du mal à passer du temps sans écran, ressentent de l'anxiété quand ils sont déconnectés des écrans ou du réseau, et développent des automatismes. Check du téléphone dès qu'on s'ennuie, scroll sans but précis, incapacité à rester concentré sur une tâche sans interrompre la tâche pour aller voir une notification ou un message. Et là, on entre dans une première notion de SES qui est super intéressante, c'est la socialisation de l'individu. Parce que ce rapport aux écrans, il n'est pas juste individuel, il est social. C'est un groupe d'individus. On apprend à utiliser les écrans comme on apprend à parler, à se tenir, à s'habiller, à communiquer. C'est un comportement socialement transmis. Tu utilises Snapchat ou Instagram parce que tes potes l'utilisent. Tu réponds rapidement aux messages parce que sinon, on te reproche de ne pas être assez réactif face à tes messages. Tu postes une story parce que tout le monde en poste. Bref, les écrans sont devenus des supports de normes sociales. C'est ce que les sociologues nous montrent, c'est ce que la socialisation ne passe plus uniquement par les institutions traditionnelles telles que la famille, l'école ou les pairs, mais aussi par les médias du numérique. Les influenceurs, les youtubeurs, les comptes TikTok, tout ça, ça participe à façonner ta vision du monde, les valeurs et surtout les attentes individuelles. Et là où ça devient compliqué, c'est quand cette socialisation numérique entre en conflit avec la socialisation dite réelle, ou plutôt l'ancienne socialisation. Par exemple, quand tu passes plus de temps à discuter avec des gens que tu ne verras peut-être jamais qu'avec ta famille ou tes amis proches. Ça, c'est un des effets les plus discutés de l'usage massif des écrans. La transformation du lien social. Aujourd'hui, on a un lien social qui est dit numérique. On a tendance à penser que les réseaux nous rapprochent, qu'on est tout le temps en lien avec les autres, qu'on peut parler avec n'importe qui, n'importe quand et à n'importe quel moment. C'est vrai. Mais en même temps, ce lien, il est parfois très superficiel et très fragile. Tu peux avoir 1000 abonnés et te sentir extrêmement seul dans ta vie personnelle. Tu peux échanger toute la journée sur WhatsApp et ne pas avoir de vrais amis à qui parler en face à face. C'est là qu'on peut introduire une autre notion de SES, c'est la distinction entre un lien social fort et un lien social dit faible. Le lien social fort, c'est celui qui t'unit profondément à quelqu'un, à un ami proche, un membre de ta famille, à quelqu'un que tu apprécies vraiment. Ce sont des liens qui reposent sur la confiance, la durée du lien social et le soutien que peut apporter ce lien. Les liens faibles, eux, ils sont plus occasionnels et beaucoup plus superficiels.
Un camarade de classe avec qui tu peux parfois travailler, une connaissance qui te suit sur Instagram ou sur des réseaux. Et aujourd'hui, beaucoup des liens qu'on entretient via les écrans, bah, c'est des liens extrêmement faibles. On est connecté, mais on n'est pas toujours relié sociologiquement. C'est cette multiplication des liens faibles qui peut avoir un effet pervers sur l'individu. Elle peut affaiblir la qualité de nos liens forts, réels. Parce que maintenir une vraie relation, ça demande beaucoup plus de temps, de l'attention et beaucoup de présence. Et quand ton attention est sans arrêt happée par des liens faibles tels que des messages, des notifications, des vidéos, tu peux te retrouver à zapper, à survoler et à être moins disponible pour ceux qui comptent vraiment, c'est-à-dire tes liens sociologiques forts. Il y a aussi une autre conséquence à souligner, la perte de concentration dans ta vie quotidienne. On est dans une société où l'instantané, le zapping, le scroll à l'infini, vivent, on le vit au quotidien. Nos cerveaux s'habituent à des contenus très très courts, très rythmés et distrayants au possible. Et du coup, quand il faut lire un texte un peu long, écouter un cours sur plus d'une heure, se concentrer sur une tâche, ça devient beaucoup plus difficile pour les nouveaux individus. Et cette difficulté, elle se traduit aussi dans nos relations sociales. Avoir une conversation posée, qui dure longtemps, écouter quelqu'un sans l'interrompre, sans vérifier son téléphone, sans faire de tâches à côté. C'est presque devenu un effort pour l'individu de faire ça. Et ça affaiblit le lien social. Tu vois que l'addiction aux écrans, c'est pas juste une question de temps passé, c'est une question de qualité. Qualité de l'attention de l'individu, qualité des échanges, qualité du lien avec soi-même et du lien avec les autres. Et c'est pour ça que certains sociologues parlent de l'aliénation du numérique. On devient dépendant d'un outil qui était censé nous libérer. On ne sait plus s'ennuyer, on ne sait plus attendre et on ne sait plus être juste présent dans le moment présent. Mais attention, encore une fois, faut pas tomber dans le discours un peu alarmiste. Les écrans, bah, c'est pas le diable, ils font partie de nos vies, c'est aujourd'hui le numérique, c'est notre quotidien, et ils ont beaucoup de côtés positifs. Et le lien social, il peut aussi s'en sortir renforcé par le numérique. Je pense notamment à des jeunes qui trouvent sur les réseaux bah, des groupes de parole, des communautés de soutien, et des espaces d'écoute qu'ils n'ont pas retrouvés ailleurs, qu'ils n'ont pas retrouvés dans leur sociologie du monde réel. Des ados isolés, mal dans leur peau, qui trouvent enfin un endroit où ils peuvent s'exprimer librement. Des jeunes militants qui s'engagent également, qui débattent et qui prennent la parole sur des sujets super importants aujourd'hui. Donc la question, elle n'est pas écran ou pas écran. La vraie question, c'est comment on les utilise. Est-ce qu'ils enrichissent nos liens sociaux ou est-ce qu'ils sont au contraire en train de les affaiblir? Est-ce qu'ils nous rendent plus attentifs aux autres ou plus centrés sur nous-mêmes? Est-ce qu'ils nous aident à mieux nous connaître ou est-ce qu'ils nous coupent un petit peu de nous-mêmes? Et c'est là qu'on retrouve la notion d'habitus, que tu as peut-être vu en cours de sociologie. L'habitus, c'est l'ensemble des dispositions qu'on a intériorisées au fil de notre socialisation. Et ces habitudes, ces réflexes qu'on a avec les écrans, ils ne viennent pas de nulle part. Ils sont liés à notre classe sociale, à notre genre, à notre environnement familial, scolaire et culturel, bref, à notre construction sociale. Certains jeunes sont élevés dans des rapports très encadrés avec les écrans, d'autres avec la plus grande des libertés. Et ça crée des inégalités entre les individus, des façons différentes de se socialiser, d'apprendre et de communiquer face au reste du monde. Alors maintenant qu'on a bien compris les effets des écrans sur le lien social, bah, la question c'est qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on peut désapprendre certaines habitudes? Est-ce qu'il est possible de reprendre un peu de contrôle sur notre manière d'utiliser les écrans sans devenir complètement déconnecté pour autant? Ben oui, on peut un petit peu, mais ça demande de la prise de conscience, de l'éducation et parfois un peu de volonté aussi. Déjà, une chose importante à dire. Personne n'est complètement passif face aux écrans. On n'est pas de simples victimes du numérique. On a fait des choix, même s'ils sont parfois inconscients ou influencés par des algorithmes. On décide de quelle appli on ouvre, à quel moment et avec quelle intention. Reprendre la main, ça commence donc par observer. Observer quoi? Bah, qu'est-ce que je fais vraiment sur mon téléphone ou mon ordinateur? Est-ce que ça m'apporte réellement quelque chose, une plus-value? Ou est-ce que je l'utilise simplement pour combler un vide, un moment d'ennui ou une émotion désagréable? Dans la sociologie contemporaine, on parle de réflexivité. C'est la capacité à se regarder agir, à réfléchir sur ses propres pratiques et ses propres actions. C'est une compétence qui est super utile dans plein de domaines, mais encore plus quand on parle du numérique, parce que justement les écrans nous rendent souvent non réflexifs. On agit sans trop y penser, on scrolle, on like, on switch, mais sans vraiment prendre le recul sur ce qu'on est en train de faire. Donc premier conseil très simple
que je pourrais te donner, c'est prends un moment pour regarder ton temps d'écran dans les réglages de ton téléphone. C'est un petit geste, mais ça peut avoir sur toi un déclic. Juste voir noir sur blanc combien de temps tu passes sur telle ou telle appli, bah, ça peut te faire un tilt sur tes habitudes. Ensuite, on peut parler aussi de la digital detox aujourd'hui, qui devient un mot de plus en plus à la mode. C'est cette idée de faire des pauses dans l'usage des écrans. Alors attention, je ne te parle pas forcément de couper tout pendant une semaine et partir en forêt avec une tente, quoique, pourquoi pas, mais plutôt d'apprendre à se déconnecter par moment, volontairement. Éteindre son téléphone pendant les repas, éviter le téléphone 1 heure avant de s'endormir, ne pas le regarder dès le réveil et attendre un petit peu avant de l'ouvrir. Ce sont des petits rituels qui aident à retrouver une forme de présence, de calme et de lien avec les autres. Et souvent, ce qui revient chez ceux qui essayent, c'est j'ai redécouvert à apprécier les moments de calme, le silence. J'ai reparlé avec certaines personnes, mes parents, ma famille. J'ai passé peut-être du temps à lire ou à faire autre chose, tout simplement, voire même à écouter de la musique. Bref, des trucs simples, mais puissants, sociologiquement parlant. Et tu vois, cette prise de recul, cette déconnexion partielle, elle est importante parce qu'elle nous redonne une forme d'autonomie face à l'ennui et au vide. C'est-à-dire la capacité de décider pour soi sans être constamment guidé par des sollicitations extérieures. Et ça, c'est un enjeu sociologique qui est fort dans nos sociétés modernes. Être autonome, c'est aussi pouvoir construire son identité, faire des choix qui nous ressemblent proprement. Or, quand on est ultra connecté, on est bombardé de contenu, de comparaisons, de normes sociales implicites, et cette autonomie peut être fragilisée. On se conforme sans s'en rendre compte. On imite, on suit des tendances, on adopte des codes qui ne sont pas forcément les nôtres. Un exemple simple, les influences esthétiques sur Instagram ou sur TikTok. Le contenu que tu regardes, il y a des filtres, les retouches, les standards de beauté sont extrêmement élevés. Tout ça, ça influence notre rapport à notre propre corps, à notre propre image, à notre estime de soi. Et là encore, ce sont des dimensions très intimes de l'identité qui sont affectées. Les sociologues, ils parlent ici une socialisation qui est différenciée. Selon qu'on soit un garçon ou une fille, qu'on grandisse dans tel ou tel milieu social, qu'on fréquente tel ou tel réseau. On va être exposé à des normes différentes et on va se construire différemment. Et donc, pour certains jeunes, les écrans, c'est aussi un espace de mise en scène de soi, de performance identitaire. On choisit exactement ce qu'on montre, ce qu'on veut cacher, ce qu'on veut mettre en avant et valoriser. On se fabrique une identité numérique, parfois très différente de l'identité réelle de l'individu. C'est peut-être un espace de liberté, d'expérimentation et de créativité, mais ça peut aussi devenir un poids. Toujours paraître heureux, cool, stylé, drôle, c'est épuisant pour l'individu. Et là, on touche à un autre effet de l'addiction aux écrans, c'est la pression sociale permanente. Parce qu'il y a toujours quelqu'un à regarder, quelque chose à publier, une story à mettre à jour, quelque chose à faire. Et cette pression-là, elle joue sur le lien social aussi, parce qu'elle rend les relations plus fragiles, plus conditionnelles. Tu ne postes pas pendant quelques jours et hop, on t'oublie. Tu ne réponds pas vite à un message et on pense que tu ignores la personne. Les relations, elles deviennent un flux continu. Tu dois être toujours disponible, mais jamais, ces relations-là, elles sont jamais vraiment stables. Et ça peut créer un vrai sentiment de solitude sociale, paradoxalement. D'où ce sentiment qu'ont beaucoup de jeunes, c'est être entouré, mais se sentir seul. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire collectivement pour rééquilibrer un petit peu tout ça? Déjà, il y a des initiatives intéressantes dans certains lycées et collèges. Des journées sans téléphone, des ateliers de sensibilisation au numérique, des discussions autour de l'usage des réseaux. Mais au-delà des actions ponctuelles, il faudrait que l'éducation au numérique soit intégrée à la socialisation dès le plus jeune âge. Apprendre à se servir des écrans, oui, mais aussi apprendre à s'en servir avec du sens, à en connaître les risques et à cultiver un usage critique du numérique, réfléchi. Et là, on touche à une autre notion de SES, la construction des normes sociales. C'est ce qu'on considère comme normal aujourd'hui, c'est d'être connecté au monde du numérique, c'est de répondre vite, de partager et de liker. Mais ces normes, elles ne sont pas naturelles, elles évoluent et elles peuvent être discutées, voire même repensées dans notre société. Et c'est ça le pouvoir qu'on a tous, celui d'inventer de nouveaux usages, de proposer d'autres façons d'être ensemble, d'être en lien les uns avec les autres. Il y a aussi une responsabilité aux côtés des plateformes et des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, les applis, les jeux conçus pour capter notre attention avec des mécanismes assez bien huilés, hein, notifications, récompenses, scroll, suggestions personnalisées.
Ça touche à la dopamine, tout ça. On appelle ça l'économie de l'attention. Et dans ce modèle-là, notre temps d'écran est une marchandise. Plus on reste connecté, plus on rapporte de l'argent à la plateforme à laquelle on est connecté. C'est important de le comprendre parce que ça montre que l'addiction aux écrans, c'est pas juste un problème personnel, c'est un phénomène structuré qui est organisé avec des enjeux économiques énormes derrière. C'est un vrai marché de l'attention. Donc, pour résumer un petit peu tout ce qui s'est dit dans cet épisode, l'addiction aux écrans, c'est un sujet qui est complexe, qui touche à la fois notre individualité et notre vie collective en société. C'est un phénomène qui modifie nos liens sociaux et qui transforme nos manières de communiquer les uns avec les autres. Ça transforme aussi notre manière de nous construire et de penser nous-mêmes. Mais ce n'est pas une fatalité, on a une marge de manœuvre pour tout ça, des leviers d'action, et en tant qu'individu, mais aussi en tant que collectif, en tant que citoyen, dans la société. Ce que je te propose, c'est de réfléchir, comme d'habitude, à ton usage propre du numérique, pas pour culpabiliser, mais plutôt pour en prendre conscience. Qu'est-ce qui te rend heureux quand tu es connecté? Qu'est-ce que tu recherches sur le numérique? Mais aussi, qu'est-ce qui peut te peser sur l'usage du numérique? Qu'est-ce que tu pourrais changer dans tes habitudes, ne serait-ce qu'un peu, pour retrouver un meilleur équilibre? Et surtout, comment tu peux te nourrir des liens sociaux, ou nourrir des liens sociaux plus riches, plus profonds, plus vrais, à travers ou parfois en dehors de ton écran et du numérique? Allez, je te laisse sur cette réflexion. Comme d'habitude, si tu veux continuer la discussion, tu peux écrire, poser ta question en commentaire, partager ton expérience. C'est toujours un plaisir de vous lire et je suis là pour t'aider à y voir plus clair, que ce soit sur les sujets de société ou les notions en SES. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode et en attendant, prends soin de toi et lève un peu les yeux des écrans juste pour voir ce qui se passe autour de toi.